Nous allons maintenant écouter Laurent Jean-Pierre qui va plonger dans une des entreprises d'Urkheim, l'année sociologique. Je voudrais commencer par remercier Antoine Compagnon, Céline Surprenant, Pierre-Michel Menger de leur invitation. Entre 1897 et 1944, 8 professeurs durkheimiens font leur entrée au Collège de France. Charles Fosset à la chaire de philologie et archéologie assyrienne en 1906, en même temps qu'Antoine Meillet à la chaire de grammaire comparée. En 1923, Alexandre Moret est élu en égyptologie. En 1931, Marcel Mauss en sociologie. Isidore Lévy en histoire ancienne de l'Orient sémitique l'année suivante, au moment même où François Simian est lui aussi élu à une chaire d'histoire du travail. En 1942, André Pigagnol est accepté à son tour à la chaire d'histoire de la civilisation romaine. Et enfin, Maurice Alvax est choisi pour occuper une chaire de psychologie collective en 1944. Ces succès durkheimiens au Collège de France ont été contrebalancés par plusieurs déconvenus, plus souvent étudiés et commentés, comme l'échec de Durkheim en 1897 et 7 années plus tard, le refus par l'Assemblée des professeurs de créer une chaire de sociologie qui lui aurait sans doute été destinée. À ces revers doivent être associés le double échec de Mauss en 1907 et en 1909 à l'élection pour une chaire d'histoire des religions, ainsi que l'incapacité de Simian à se faire élire en 1912 sur une chaire d'études des faits économiques et sociaux. Avant la Première Guerre mondiale, 3 des plus grandes figures de l'école française de sociologie, et parmi elles son fondateur, avaient été rejetées aux portes du Collège de France. On en a déduit que le durkheïmisme était alors écarté en bloc des institutions de connaissances les plus prestigieuses et que la sociologie scientifique était restée, plusieurs décennies après son éclosion, un savoir inacceptable pour les élites de l'enseignement et de la recherche. Un récit s'est cristallisé qui a fait de Durkheim et de ses disciples des victimes ou symétriquement des stratèges, voire des héros, ayant fini par imposer leur discipline et leur vue dans un milieu essentiellement hostile dont le Collège de France aurait été l'une des composantes centrales. Constater que 8 durkheimiens sont en réalité entrés dans cette institution en près d'un demi-siècle incite, comme le propose ce colloque, à remettre en question cette vision arrêtée des relations qu'elle a entretenues avec Durkheim et sa sociologie. Sans être pour la plupart des sociologues de métier, les 8 durkheimiens élus au Collège de France avant la fin de la Seconde Guerre mondiale avaient tous contribué à la première ou à la deuxième série de l'année sociologique. Plusieurs n'y ont occupé que des positions périphériques, comme Fosset, Moret ou Pigagnol. D'autres, comme Isidore Lévy, ont écrit à peine plus d'une dizaine de contributions dans la revue fondée par Durkheim. Pour certains, le linguiste Meillet n'a été durkheimien que par surcroît, concentrant ses efforts d'érudition et d'invention dans d'autres domaines. Mais ces 8 professeurs ont appartenu durablement au réseau durkheimien. Ils y sont même entrés grâce à l'une des figures de proue du mouvement, Mauss essentiellement. Une fois élus, ils se sont dans la plupart des cas engagés publiquement, quelles que soient par ailleurs les différences, les distances entre disciplines et spécialités, pour les nouveaux durkheimiens se présentant au suffrage. Il existe donc dans l'entre-deux-guerres un groupe latent, issu de l'année sociologique, qui marque peu à peu le Collège de France de son empreinte. Cette pénétration discrète paraît d'autant plus paradoxale qu'elle intervient dans un moment que l'historiographie du durkheïmisme a longtemps négligé ou disqualifié, avant que plusieurs travaux n'en réévaluent la place. La redécouverte des 8 durkheimiens du Collège de France n'interroge donc pas seulement les représentations convenues de l'histoire de la sociologie et de son institutionnalisation. Elle confirme aussi que l'entre-deux-guerres ne saurait se réduire à une période de crise et de déclin du durkheïmisme. Dans un article pionnier sur les durkheimiens et le Collège de France entre 1897 et 1918, notre collègue brésilien Rafael Faraco Bentienne conclut, je le cite, que la sociologie durkheimienne apparaissait toujours, aux yeux de ses contemporains, liée à un projet politique, laïque pour les uns, socialiste pour les autres. Ce lien, continue-t-il, aura compromis la légitimité des sociologues. Fin de citation. D'autres facteurs de distance au durkheïmisme sont évoqués par le chercheur. La domination numérique des professeurs relevant des disciplines littéraires sur les scientifiques. La résistance active de ces disciplines anciennes rattachées à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres vis-à-vis des disciplines nouvelles comme sont alors les sciences sociales. Le conflit philosophique plus général entre spiritualistes et rationalistes, surtout si ces derniers
prétendent traiter des mœurs et de la vie collective. Ces obstacles à l'entrée de Durkheim et de sa sociologie au Collège de France se rapportent en dernière instance à deux clivages, l'un religieux et l'autre politique, qui opposeraient généralement des conservateurs catholiques à des individualités jugées ou bien trop proches du socialisme, ou bien du dreyfusisme, ou bien combinant ces deux stigmates. L'entrée de 8 durkheimiens au Collège de France en 40 ans, dont 6 après 1918, ne peut être étudiée sans revenir sur cette thèse, ce qu'a fait déjà ce matin Mathieu Béra. Les équilibres entre convictions religieuses et politiques ou entre ensembles disciplinaires ne sont pas stables pendant la période, pas plus que ne furent constantes sur une telle durée les définitions et les représentations de la sociologie ou du legs durkheimien. Comme l'a rappelé Antoine Compagnon, les rapports de présentation de chaires nouvelles ou des candidats offrent une source riche d'enseignements à celui ou celle qui entend analyser avec un regard neuf l'image de Durkheim et du durkheimisme au Collège de France. Leur lecture permettra de revenir sur les arguments échangés à propos de l'école sociologique française. Auparavant, il faut revenir sur la série des candidatures individuelles de durkheimiens au collège et les divisions qu'elles ont révélées. L'élection de 8 durkheimiens liés à l'année sociologique au Collège de France entre la fin du XIXe siècle et la fin de la Deuxième Guerre mondiale n'efface pas, bien entendu, les échecs, à peine moins nombreux, que l'école sociologique française a pu connaître à la même période. Ceux de Durkheim en 1897 et en 1904, de Mauss en 1907 et en 1909 ont déjà été largement documentés et analysés ce matin par Antoine Compagnon et Mathieu Béra. Il n'est pas nécessaire de rappeler longuement dans quelles circonstances Durkheim perd en 1897 face à Jean Isoulet, après l'ouverture d'une chaire intitulée Philosophie sociale. Le fondateur de l'école sociologique française a été écarté pour des motifs dont Philippe Bénard avait montré qu'ils étaient en grande partie politiques, puisque les parlementaires souhaitaient la nomination d'une personne qui soit clairement opposée au socialisme. 2 années plus tard, la mort d'Albert Réville, titulaire de la chaire d'histoire des religions, offre une occasion à Mauss de se présenter. Ses adversaires sont Georges Foucard, soutenu par son père, Maurice Verne, un disciple de Renan soutenu par Louis Havet, et Jean Réville, le fils du professeur disparu, pasteur lui aussi, ancien dreyfusard et co-directeur de la revue d'histoire des religions. Grâce à l'appui de Janet et de Lévy, qui soutenaient déjà Durkheim, mais aussi de Meillet et de l'historien Camille Jullian, Mauss est en première ligne, mais c'est Réville qui l'emporte devant lui lors de l'Assemblée du 17 février 1907. Celui-ci meurt l'année suivante et une deuxième élection est organisée à laquelle Mauss se présente à nouveau. 5 autres candidats se présentent, dont 3, Jules Toutain, Émile Amelino et Alfred Loisy, visent la première ligne. Après ces visites, Mauss croit à ses chances, mais Durkheim pense que son neveu a été victime d'une campagne diffamatoire, l'accusant d'être mêlé au socialisme radical de Gustave Hervé. Il est 3e au premier tour de vote de l'Assemblée avec 7 voix, puis éliminé au 4e tour, Loisy, un ancien prêtre excommunié, l'emportant. Cette fois, Mauss ne parvient pas à être élu comme candidat de 2e ligne. Raphaël Faraco-Bentienne revient aussi sur l'échec de Simian en 1913. Après le décès de 3 professeurs, une chaire d'études des faits économiques et sociaux a été créée l'année précédente, avec celle d'histoire de l'Afrique du Nord et de géographie humaine. Simian est soutenu par Sylvain Lévy, Bergson, Charles Gide et Georges Renard, un professeur d'histoire du travail qui a été imposé au Collège de France par le Conseil municipal de Paris en 1907. Le brillant durkheimien, reçu premier à l'agrégation de philosophie, est opposé à Marcel Marion, normalien lui aussi, agrégé d'histoire, spécialiste de l'histoire économique et financière du XVIIIe siècle, soutenu par Camille Jullian, qui est titulaire de la chaire des Antiquités nationales. On en a parlé tout à l'heure. Louis-Germain Martin, un agrégé de droit spécialiste du développement industriel sous l'Ancien Régime, est un 3e candidat sérieux, mais il y en a 6 autres. Marion est élu, Simian perd d'1 voix, 18 contre 17 pour l'accès à la 2e ligne. Le procès-verbal de l'Assemblée du 24 mars 1912 rapporte que Paul Foucard, titulaire de la chaire d'épigraphie et d'antiquité grecque, je cite, reproche à M. Simian un abus des préoccupations méthodologiques et philosophiques, fin de citation, qu'il, je cite, reconnaît les travers et la phraséologie de l'école sociologique et qu'il indique en outre que M. Simian a enseigné à l'école socialiste, fin de citation. Renard s'insurge contre l'argument politique, vous pouvez en voir un exemple sur la diapositive qui est derrière moi, se déclarant socialiste lui-même. Mais l'épisode semble confirmer l'importance des critères politiques dans le rejet des durkheimiens au Collège de France.
Même les succès d'Antoine Meillet et de Charles Fosset, quelques années plus tôt, ne semblent pas suffisants pour invalider cette lecture. À la chaire de philologie et d'archéologie assyrienne, Antoine Compagnon l'a évoqué ce matin, le père Jean-Vincent Chaille est élu. Une campagne est alors menée qui conduit le ministre de l'Instruction publique à inverser le vote de l'Assemblée et à élire Charles Fosset, la nomination d'un membre du clergé étant jugée inopportune au moment où l'Église était séparée de l'État. Meillet, lui, est élu à l'unanimité moins une voix, Maurice Gramont, l'autre candidat, spécialiste de langue française, ayant demandé que son nom ne soit considéré que pour la deuxième ligne. Qu'en est-il des autres durkheimiens élus? Ont-ils souffert de jugements politiques ou d'une réception avant tout idéologique de leurs travaux? En 1923, Alexandre Moret, titulaire de la chaire d'égyptologie à l'École pratique des hautes études, est opposé à Georges Bénédite, titulaire de la chaire d'archéologie égyptienne au Louvre. Tandis que Paul Casanova soutient ce dernier, Meillet défend Moret, en qui il voit, je cite, un égyptologue complet, fin de citation, qui, grâce à des recherches techniques, je cite toujours, arrive à des conclusions d'une portée générale. Fin de citation. Moret est élu. En 1932, plusieurs professeurs plaident pour que la chaire d'histoire d'Afrique du Nord soit transformée en chaire d'histoire ancienne de l'Orient sémitique et qu'elle soit attribuée à Isidore Lévy. Parmi eux, Charles Fosset, Maurice Holleau et William Marsay, titulaires depuis 1926 de la chaire de langue et littératures arabes, et dont la thèse sur les parents et les alliés successibles en droit musulman avait attiré l'attention de Durkheim. Un seul candidat a songé à s'opposer à Lévy, Sina Schiffer, mais son dossier est parvenu trop tard. Alexandre Moret prend la parole en assemblée. Il indique qu'il connaît Lévy depuis la préparation de l'agrégation d'histoire à Lyon sous l'autorité de Holleau. Sa thèse, soutenue en 1927, a porté sur ce qu'il a appelé la légende de Pythagore en Palestine. Elle a provoqué de vives controverses dans les milieux savants car Lévy conjecturait les sources pythagoriciennes des écritures bibliques. L'essentiel des rapports de présentation en faveur de la chaire et de Lévy visent à répondre par anticipation aux objections que ces scandales avaient soulevées et qui pourraient trouver un écho dans l'Assemblée des professeurs du Collège de France. Moret parle, je cite, d'érudition singulière, de soins critiques, des qualités d'un historien constructeur, tourné vers l'orientalisme en général, et je cite toujours, qui a pris contact avec la nature et les hommes de l'Orient. Fin de citation. Holleau rappelle le mot d'ordre de Renan au sujet des professeurs du Collège de France, liberté absolue d'enseignement, de recherche et de pensée. Et il poursuit, en vertu de votre tradition, messieurs, beaucoup plus que les audacieux que leur élan peut emporter au-delà du but, vous redoutez les timides, qui n'en approcheront jamais, paralysés qu'ils sont par la crainte excessive de l'erreur possible, par le manque de courage et de foi. Je vous laisse lire la suite qui est tout à fait pittoresque. Le durkheimisme n'est nullement évoqué comme un obstacle potentiel à l'élection de Lévy. Il en va de même 10 années plus tard, en 1942, lors de l'élection d'André Pigagnol à la chaire d'histoire de civilisation romaine. Ce dernier est opposé pour la forme à William Ceston, professeur à l'Université de Montpellier, qui souhaite que sa candidature ne nuise pas à son aîné de presque 20 ans. Lucien Febvre présente les titres et travaux des deux candidats. Lorsqu'il évoque les recherches de Pigagnol consacrées aux jeux romains, il souligne que l'historien est, je cite, un homme que les études et les travaux de l'école sociologique française ont séduit et retenu, comme tant d'hommes de sa génération, et qui, de leur fréquentation spirituelle, a su tirer, lui, historien, pour sa discipline propre, des moyens d'élargissement et de renouveau. Fin de citation. Durkheim n'est pas mentionné. L'influence durkheimienne sur Pigagnol est d'abord celle de Mauss et de Simian. Il y avait pourtant un risque pour Febvre à se laisser entraîner dans ce qu'il appelle, je le cite, le monde magique des sociologues, fin de citation, attentif aux mythes et surtout aux rites obscurs, celui de recourir, je cite, à ces grosses clés qui ouvrent indistinctement toutes les serrures, fin de citation. Mais Pigagnol ne s'est laissé piéger par aucun des automatismes sociologiques et s'est même tourné peu à peu, je cite à nouveau Febvre, vers une psychologie fine et neuve, fin de citation, en retrouvant les croyances ordinaires des hommes de l'Antiquité, celle de l'homme-dieu en particulier, qui est au centre de la signification sociale des jeux. Moret, Lévy,
Pigagnol, ce sont certainement des durkheimiens marginaux, des spécialistes qui ont utilisé des enseignements de Durkheim et de Mauss, mais qui ne sont pas sociologues. Avec les candidatures de Mauss, Simian et Alvax, le noyau dur de la tradition fondée par Durkheim est 3 fois mis à l'épreuve au Collège de France. Après la mort de Georges Renard, sa succession par Simian à la chaire d'histoire du travail, financée par le Conseil municipal de Paris, ne semble pas avoir laissé de grandes traces ni suscité les oppositions entendues en 1912. Le soupçon de socialisme à l'encontre des Durkheimiens ou bien s'est dissipé, ou bien n'a plus de poids. La discussion autour de l'école sociologique française a connu avant 1945 2 moments forts. L'un après la mort d'Isoulet, dont il a été question déjà, lorsqu'en 1930, sa chaire de philosophie sociale a été transformée en chaire de sociologie. L'autre en 1943, après la mise en retraite de Mauss. La première transformation est défendue par Charles Handler, titulaire depuis 1926 de la chaire de langue et littérature d'origine germanique. Il s'oppose aux philosophes du Collège de France qui craignent de voir leur discipline affaiblie. Quant à la seconde argumentation, elle vise à remplacer l'intitulé de la chaire de Mauss par celui de psychologie collective et de soutenir à cet effet la candidature de Maurice Alvax. Cette option est défendue par le psychologue Henri Pierron, qui doit convaincre à nouveau face au projet des philosophes et à ceux d'André Siegfried, qui réclame une chaire d'histoire des idées philosophiques et sociales pour laquelle il songe à Émile Gouillet. Avant d'évoquer l'image de Durkheim et l'année sociologique qui ressortent des rapports d'Andler et de Pierron, arrêtons-nous aux portraits qui sont dressés de Mauss et de Alvax. Mauss, affirme Handler, je cite, est le chef reconnu du groupe survivant des élèves de Durkheim. Il a collaboré avec Durkheim depuis toujours et, je souligne, il est mieux outillé que Durkheim. Fin de citation. Quant à Alvax, voici comment Pierron le situe pour ses collègues. Élève de Bergson, dont il subit très profondément la prestigieuse influence, disciple direct de Simian, intégré enfin dans la prestigieuse équipe de l'année sociologique qui se groupa autour de Durkheim, Maurice Alvax occupe dans le mouvement des sciences sociales une place tout à fait à part. Il réalise une synthèse des points de vue opposés de Tarde et de Durkheim, donc ça pouvait exister avant les synthèses dont Pierre de Meulenas a parlé, où s'exaspérait l'antagonisme des thèses philosophiques et de l'individualisme et du sociologisme. Il intègre le social dans la psychologie individuelle au lieu d'en faire une force extérieure, une sorte d'âme collective imposant aux individus ses pensées et ses décisions. Et d'autre part, il montre que des faits sociaux ne peuvent être compris sans faire appel aux réactions que suscitent dans la pensée des individus les représentations collectives. Fin de citation. Les motifs religieux ou politiques de rejet du durkheimisme n'apparaissent plus explicitement après 1930. Le prisme disciplinaire semble déterminer la perception de Durkheim et de la sociologie au Collège de France. Les rapports de présentation ayant donné lieu en 1930 à la transformation de la chaire de philosophie sociale, puis en 1943 à la transformation de celle-ci en chaire de psychologie collective, offrent une image plus précise des résistances du Collège de France envers le durkheimisme. Handler, comme Pierron, commence par remarquer que l'œuvre de Durkheim est trop métaphysique pour relever pleinement des sciences sociales. Si Durkheim doit être loué, c'est pour avoir découvert l'importance de facteurs explicatifs jusqu'alors négligés des comportements humains et pour avoir libéré les sciences de l'homme de leur tropisme biologique. Mais, je cite, « Il est certain, poursuit Pierron, que l'œuvre de Durkheim restait encore imprégnée d'un esprit philosophique plus proche des spéculations métaphysiques hardies que des investigations prudentes d'une science positive à laquelle il aspirait toutefois, surtout à ses débuts. » Fin de citation. Le problème de Durkheim, dit aussi Handler, tient en effet à sa croyance en l'existence d'une âme ou d'une psyché sociale qui s'imposerait à tous les individus, une idée qui lui fait penser à l'avéroïsme et aux grands romantiques allemands comme Savigny et ses élèves. Vous en avez un exemple, enfin vous avez le fragment plus large sur ma diapositive. En découle certainement cet antipsychologisme qui déplaît à Pierron et qui est selon lui, je le cite, caractéristique de la sociologie française, née de l'effort de Durkheim qui, suivant l'attitude philosophique classique, crut nécessaire de se poser en s'opposant. Fin de citation. Pour Handler, ces faiblesses de Durkheim sont dues également à l'absence, je le cite, d'expérience ethnographique, fin de citation, et d'observation directe
Absence qui a pu causer ce que Pierron appelle des généralisations hâtives, et il a été question avec Massimo Borlandi de cette question des généralisations, des théories hasardeuses, c'est toujours Pierron qui parle. C'est ce qui a déplu aux historiens et aux érudits du Collège de France, comme cela apparaît dans certains rapports et oppositions. Durkheim est resté encore trop philosophe pour être véritablement savant, et il aurait fondé sa sociologie en négligeant les apports des autres disciplines, érudites ou expérimentales. Pierron regrette aussi que les disciples de Durkheim ne se soient intéressés qu'aux, je le cite, pré-civilisés vivant en des îles lointaines, fin de citation, en négligeant, nouvelle citation, les problèmes les plus préoccupants de notre vie sociale, fin de citation. Et cette concentration de la recherche sur les sociétés dites primitives s'est accompagnée d'une vision évolutionniste de l'histoire de l'esprit humain, allant pour Andler de la représentation mythique à la raison cartésienne, une vision qui risquait de faire du christianisme une forme primitive et dépassée de la pensée. Mais les défauts prêtés à Durkheim, qui permettent au passage de justifier rétrospectivement de ne pas l'avoir élu, auraient été corrigés par la suite. Pour Andler, en effet, l'orthodoxie est en pleine refonte, je le cite, grâce aux hybridations effectuées par Huber et Mauss entre sociologie et psychologie, entre Durkheim et Bergson, grâce aussi aux travaux de Lévy-Bruhl, qui auraient démontré que la coexistence entre les formes prélogiques et logiques de la pensée était possible. L'absence d'expérience ethnographique a été compensée dès les formes élémentaires de la vie religieuse par d'extraordinaires qualités de synthèse qui ont levé les réserves qu'avait longtemps entretenues Andler à l'égard de l'école durkheimienne. Je le cite. La comparaison d'une immense quantité de faits empruntés aux sociétés les plus diverses, dit-il, recueille d'autres qualités que l'exploration qui les recueille. Le génie analytique de Durkheim avait souvent réussi à voir plus clair que le travailleur à pied d'œuvre, mais inhabile aux méthodes. Fin de citation. Cette métamorphose jugée positive du projet initial de Durkheim n'aurait pas été concevable sans, je le cite à nouveau, l'impulsion énergique à tout un mouvement de pensée qui, en bien des domaines, a renouvelé les problèmes et infusé un sang nouveau. Fin de citation. L'année sociologique en a été le laboratoire. Meillet, Mauss, Simian, Alvax en sont les meilleurs représentants. Andler, admiratif de, je le cite à nouveau, la glorieuse pléiade de travailleurs réunis par Durkheim, souhaite même reformer au Collège de France un groupe, je le cite à nouveau, animé de la même ardeur et de cet esprit fraternel qui prévalait dans l'ancien atelier de Durkheim. L'échange constant des idées, le contrôle naturel, la critique sévère dans la restitution des faits et par-delà leur restitution dans l'art de les interpréter. Fin de citation. L'institution s'honorerait de rétablir ainsi un groupe et un état d'esprit qui ont été décimés par la guerre, sont sans équivalent et admirés à l'étranger. Les défenseurs de ce second durkheimisme insistent tous sur la rupture avec la discursivité fondatrice de Durkheim. Mauss, Simian, Alvax n'ont pas simplement poursuivi l'héritage de leur maître après l'hécatombe tragique subie par l'école sociologique française pendant la Première Guerre mondiale. Avec leurs collaborateurs, ils en ont renouvelé les enseignements, étendu la portée, réinventé l'esprit. Ils ne sont pas à l'origine d'une autre sociologie, et encore moins d'une nouvelle discipline, comme ce sera le cas d'une certaine manière avec Lévi-Strauss, mais les porteurs d'un programme de recherche indépendant, à visée générale lui aussi, dont Mauss est l'inspirateur cardinal. Ces plaidoyers d'Andler et de Pierron auront été entendus, même s'ils n'ont pas convaincu tous les professeurs du Collège de France. D'autres rapports de présentation datant de la même période livrent en effet de nouvelles réserves vis-à-vis du projet durkheimien. Aux yeux des opposants à la sociologie, le principal défaut de Durkheim et de ses disciples aura été leur volonté de supplanter les autres disciplines, la psychologie, l'histoire et peut-être avant tout la philosophie. Étienne Gilson, lui-même ancien élève de Durkheim, élu en 1932 à la chaire d'histoire de la philosophie médiévale, déplore en 1941, je le cite, le morcellement de la philosophie en techniques particulières, en disciplines autonomes. Fin de citation. Ce fut, dit-il, une juste, je le cite à nouveau, réaction contre le verbalisme stérile où la philosophie française était tombée avec Victor Cousin, l'horreur d'une dialectique qui prétend vivre de son propre fond. Fin de citation. Mais c'est un mouvement qui est lui-même allé trop loin et qui doit à son tour entraîner une réaction philosophique visant à s'appuyer sur ces disciplines scientifiques auxquelles les philosophes ont contribué en reprenant, je le cite, tous les grands problèmes
de la philosophie générale. » Fin de citation. L'enjeu des réticences du Collège de France envers Durkheim et sa sociologie, c'est clair. Il s'agit de déterminer quel est le territoire exact et la place des sociologues dans l'espace des disciplines. Pour les professeurs du Collège de France, un argument est constant entre 1905 et 1944. La nouvelle science ne peut aspirer à couronner les autres domaines d'enquête et de recherche. Pour ceux qui s'opposent à elle, elle ne doit être qu'une science auxiliaire au service des savoirs déjà constitués. Pour ceux qui la défendent, elle est appelée à devenir une discipline à part entière, et le Collège de France peut l'y aider. Vous avez ici l'analyse déjà publiée et connue que fait Maurice Halbwachs des camps ayant favorisé ou au contraire s'étant opposés à son élection. Le 26 novembre 1950, quelques mois après la mort de Mauss, je conclus, 6 ans après l'assassinat barbare d'Halbwachs, Émile Benveniste, élu en 1937 à la chaire de grammaire comparée, où il a succédé à Meillet, s'adresse à ses collègues de l'Assemblée des professeurs du Collège de France afin d'appuyer la création d'une chaire de sociologie comparée, une chaire qu'il aimerait destiner à Claude Lévi-Strauss. Voilà ce qu'il écrit. Voilà plutôt ce qu'il dit. À mesure que s'éclaire, dans la perspective de ce demi-siècle, le sens de l'œuvre accomplie par l'école sociologique française et surtout par le groupe de savants qui ont fondé et animé l'année sociologique, on discerne mieux, et on le dit à l'étranger plus souvent qu'en France, que quelque chose d'important a été pour eux, pour la première fois, énoncé et démontré. Durkheim et une pléiade de chercheurs, que je ne cite pas, ont fait prévaloir un ensemble de principes qui ont non seulement marqué dans l'histoire des idées, mais prédéterminé toute la recherche ultérieure. Fin de citation. Après Handler et Pierron, dont il reprend l'essentiel des critiques contre Durkheim, il insiste à son tour sur la grandeur de Mauss, qui était, je le cite, seul à embrasser dans toute son étendue le champ devenu immense des recherches sociologiques. Fin de citation. Il regrette que les sociologues assemblés autour de Mauss aient à leur tour disparu pendant la guerre, suivis quelques années plus tard par leur chef de file. Avant de justifier le retour d'un enseignement de sociologie au Collège de France, il évoque enfin l'extraordinaire développement des sciences sociales aux États-Unis, qui contraste avec la faible présence de la discipline dans les institutions universitaires françaises. Les arguments de Benveniste ne sont pas suivis, et Claude Lévi-Strauss, comme vous le savez, n'est élu au Collège de France qu'en 1959 à une chaire d'anthropologie sociale. Raymond Aron rejoint l'institution 11 ans plus tard à une chaire intitulée « Sociologie de la civilisation moderne ». Il prend dans sa leçon inaugurale ses distances avec l'héritage durkheimien, bien qu'il ait été une pierre angulaire du centre de documentation sociale fondé à l'École normale supérieure par Célestin Bouglé. Pour que soit à nouveau assumé dans un même élan le legs durkheimien et la spécificité de la sociologie, il faudra sans doute attendre l'élection de Pierre Bourdieu en 1981, après la mort d'Aron, sur une chaire de sociologie, même s'il prendra lui aussi ses distances avec Durkheim dans sa leçon inaugurale. Quelle que soit la nature exacte de ces développements qui seront approfondis par François Héran, Pierre Birnbaum et Jean-Louis Fabiani, l'enquête sur les durkheimiens de l'année sociologique au Collège de France confirme le fait que la reconnaissance institutionnelle de la sociologie comme science à part entière ne s'est faite que lentement au fil du siècle, pour s'inscrire à l'échelle nationale seulement à partir des années 60. Tout en ayant rejeté Durkheim pour des raisons qui ont pu sembler avant tout politiques, le Collège de France a peu à peu permis à ce savoir nouveau, secondaire ou absent dans les universités, de trouver un asile scientifique pendant l'entre-deux-guerres, de regrouper ses forces et de renouveler ses réseaux. Elle n'est pas la seule institution à avoir occupé cette fonction. L'École normale supérieure et la 5e section de l'École pratique des hautes études l'ont accompagnée à la même période avec plus de moyens et de conviction. L'empreinte intellectuelle plus qu'institutionnelle des durkheimiens au Collège de France, ainsi que l'influence des durkheimiens du Collège au-delà de l'institution, mérite évidemment une plus longue étude. Elle finirait certainement de convaincre que l'histoire de l'année sociologique au Collège de France, sans être une histoire de vainqueurs, n'a rien d'une histoire de vaincus. C'est l'histoire somme toute ordinaire de la lente acceptation d'une discipline nouvelle dans un système de disciplines déjà structuré et hiérarchisé, la rencontre entre un groupe d'hommes nouveaux et des manières d'agir et de penser qu'ils ont trouvées préétablies, entre 8 professeurs et chercheurs et une institution, au sens neuf qu'a acquis ce terme avec Durkheim et Mauss. Lorsqu'Halbwachs est élu, le Collège de France est devenu d'une certaine manière une institution durkheimienne comme les autres. Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour cette leçon
d'analyse contrefactuelle et factuelle, en quelque sorte. C'est-à-dire comment est-ce qu'au Collège de France, on a pu élire des Durkheimiens sans regretter l'échec de Durkheim et sans faire des Durkheimiens des disciples de Durkheim, du moins des disciples imitatifs et pas inventifs.